Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Aline Thirion. Imaginez la surprise de cet habitant de Quéville-le-Grand, en Belgique, lorsqu'il découvre un matin son voisin bâillonné et ligoté à une chaise au rez-de-chaussée de sa maison. Frédéric Lepoint, c'est son nom, affirme que lui et sa femme Aline ont été la cible d'un cambriolage nocturne. Aline, retrouvée elle aussi ligotée à l'étage, n'a pas survécu à l'agression. Alors que s'est-il passé pendant cette terrible nuit? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. On va se rendre compte que M. Lepoint est un passionné de bondage. Nous avons retrouvé des photos de M. Lepoint quasiment tout nu. Il est spécialiste de bondage, il aime ça. C'était une corde toute d'une pièce qui avait entravé ses deux mains, qui repartait à ses chevilles. Et les deux chevilles étaient reliées à chaque pied de lit. Elle n'aurait jamais su se détacher elle-même, c'était impossible. C'était impossible. Donc il y a beaucoup de choses qui tiennent pas debout, quoi, qui tiennent pas la route. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence en Belgique, dans l'agglomération de Mons, à proximité de la frontière française. C'est une ville avec une histoire assez lointaine, moyenâgeuse. Nathan Radelet, avocat des parties civiles. Des habitants qui sont particulièrement attachés à leur ville, à son folklore. C'est une ville très très festive. Il y a toujours du monde, il y a toujours quelque chose à faire à Mons. Cédric Ketteler, chroniqueur judiciaire. C'est une ville très très accueillante, très très chaleureuse. C'est ici qu'Aline Thirion voit le jour en 1962. Ses parents, des commerçants du centre-ville, ont deux filles, Aline et Véronique, sa sœur cadette, qui sont très proches. Elle était très protectrice depuis le début. Véronique Thirion, sœur d'Aline. C'était sa petite sœur et quand à l'école ça n'allait pas, c'était toujours elle qui était près de moi, elle me défendait. Évidemment, comme c'était ma grande sœur, je voulais faire tout comme elle. Pour les sœurs Thirion, une enfance à la fois heureuse et insouciante. À tout juste 20 ans, alors qu'elle est étudiante, Aline rencontre celui qu'elle ne va plus jamais quitter. Il s'appelle Frédéric Lepoint. Il a 3 ans de moins qu'elle et tout de suite, c'est le coup de foudre. C'était très fusionnel. Pour elle, c'était l'amour de sa vie. Pour Aline, comme pour Frédéric, il s'agit là d'une première histoire d'amour avec tout ce que cela implique. Françoise Pfeiffer, journaliste. Ils sont complices, ils sont amoureux, c'est magique ce qu'ils vivent. Entre Frédéric et Aline, le bonheur est total. Ils emménagent ensemble et se marient. Il est engagé comme employé administratif à la mairie de Mons, tandis qu'elle s'occupe du foyer. Très vite, le couple a 2 enfants. D'abord un garçon, puis une petite fille. C'est une famille absolument épanouie, le bonheur est total, 2 enfants, des parents qui s'aiment, tout est parfait. C'était magnifique, puis ils étaient heureux, vraiment. Ouais. En 2009, alors que les enfants sont adolescents, la famille Lepoint quitte Mons. Elle achète une maison à Quéville-le-Grand, une petite bourgade de la région. Quéville-le-Grand, c'est un village où il y a beaucoup de fermes,
énormément d'espace, beaucoup de nature. L'endroit est parfait pour la passion d'Aline, car elle est passionnée d'équitation. C'est vraiment un petit coin de paradis pour cette famille qui s'y est installée. Les époux Le Point s'intègrent parmi les quelques 700 habitants du village. Et surtout, ils se lient d'amitié avec Karine et Bruno Onclair, leurs plus proches voisins. Dans notre jardin, on avait mis une petite cloche. Karine Onclair, voisine et amie du couple. Et alors, quand on avait envie de parler ou de boire un verre, on activait la petite cloche et tout de suite, nous, on était là et vice-versa. Voilà, on était tous réunis et tous, on s'amusait ensemble. On est vraiment devenus des amis et puis on a été invités à des barbecues aux anniversaires de leurs enfants. Bruno Onclair, voisin et ami du couple. Ils sont venus manger à la maison. C'est vraiment des chouettes personnes. Entre ces deux couples, une amitié à toute épreuve. D'autant qu'Aline est vraiment une voisine en or. Aline était une personne très douce, très généreuse. Elle était à l'écoute de tout le monde. C'était quelqu'un qui aimait le contact humain, très gentil, toujours des petites attentions. On voyait que c'était fait avec un grand cœur. On était heureux quand on la voyait parce que on savait qu'elle riait tout le temps. C'était Aline. Frédéric aussi est très apprécié. Et pour cause, il a mis ses talents de musicien au service de l'orchestre local. Il est de toutes les fêtes, de toutes les manifestations. Il est membre de la Société Royale Philharmonique de Mons. En tant que musicien, saxophoniste, il est régulièrement appelé dans les festivités locales pour jouer de la musique. Une fanfare typiquement belge que Frédéric Le Point dirige d'une main de maître. Les dernières recommandations, c'est toujours la même chose. Ce sont les rangs à respecter, c'est la vitesse à respecter, c'est la musique à respecter pour le folklore, etc. Il y a un profond respect des citoyens par rapport au folklore et à tout ce qui se passe. Donc, une seule répétition qui est surtout publique et un peu pour le fun. Il se mettait à fond dans tout et il paradait beaucoup. Il aime bien qu'on le voit. C'était un bon vivant. Il amusait la galerie souvent par ses bêtises et ses humours. Donc c'était vraiment quelqu'un de très bien aussi. Une famille unie, de nombreux amis, ainsi s'écoule la vie heureuse d'Aline et Frédéric Le Point, le sympathique saxophoniste. Jusqu'à cette terrible journée du 4 décembre 2014. Une matinée dont Bruno Onclair, l'ami du couple, se souviendra toute sa vie. Il est 10h25 lorsqu'il rentre à son domicile. J'ai vu mon voisin qui était devant la porte de chez Frédéric Le Point et qui avait l'air intrigué, qui me faisait des grands signes. Bruno Onclair constate que l'autre voisin est complètement paniqué et il décide d'aller voir ce qui se passe. Et j'ai été lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens. Au moment où Bruno pénètre à l'intérieur de la maison du couple, c'est la surprise. Frédéric Le Point se trouve juste derrière la porte d'entrée. Attaché et bâillonné, il semble terrorisé. Frédéric Le Point était allongé au sol, recroquevillé. Il était ligoté les deux mains dans le dos et les pieds étaient ligotés également. Et il avait un bandana sur la bouche. C'est une scène terrifiante. Les deux voisins, immédiatement, ne réfléchissent pas et viennent en aide à Frédéric qui est au sol. Ils coupent les différents liens aux bras et aux jambes qui l'entravent et qui ne lui permettent pas de bouger. Une fois libéré de ses liens, Frédéric Le Point n'arrive même pas à parler. Il est comme dans un état second. Il avait vraiment l'air perdu et on voyait qu'il ne savait plus où il était. Il semble frigorifié, il est en stress, il tremble de tout son corps. On est vraiment dans une situation de détresse importante.
les pieds d'un corps sur le bout du lit et il y a un drap qui recouvre un corps, on retire le drap et c'est Aline qui est... C'est Aline qui est allongée avec un sac sur sa tête. En fait, il découvre Aline en chien de fusil, complètement ligotée, avec un sac sur la tête. Le sac est collé au visage. Et c'est ça qui est particulièrement effrayant pour les voisins et choquant. Il est vraiment scotché au visage, avec une cordelette autour du cou. C'est l'horreur. Les voisins découvrent ça, c'est l'horreur totale. Bruno et l'autre voisin sont pétrifiés. Pourtant, ils parviennent à se ressaisir afin de porter secours à la victime. Le premier geste que j'ai, c'est de mettre mes doigts sur sa bouche pour arracher le sac. Et mon voisin, qui avait un petit couteau sur lui, coupe le lien de son cou. On lui enlève le sac. Et puis on essaie de lui faire un massage cardiaque parce qu'on voit qu'il y a un souci. Malheureusement, Aline ne semble pas respirer. En désespoir de cause, Bruno compose fébrilement le numéro des urgences. Un appel dont voici l'enregistrement. Oui, allô? Oui, c'est la police, le 101, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Oui, madame, il faut vite envoyer en urgence une équipe de police et une ambulance. Elle est ligotée avec un sac sur la tête. Faut vite envoyer, hein, madame. Ok, monsieur, ben je fais ça tout de suite, hein. J'ai juste besoin de votre nom, monsieur. Oui, c'est monsieur Enclair. C'est Enclair Bruno. Les urgentistes du SMUR débarquent dans la maison. Leur premier réflexe, c'est de prendre le pouls d'Aline. Cédric Ketteler, chroniqueur judiciaire. Il n'y a pas de pouls, mais le médecin a encore l'espoir de la sauver parce que le corps n'est pas encore rigide. Pour le médecin, il faut aller vite, il faut y aller rapidement, il faut sauver Aline. Donc il y va avec un massage cardiaque, du bouche à bouche. Chaque seconde compte pour ramener Aline à la vie. Malgré tous les efforts déployés par les secours, il est trop tard. Aline Thirion est morte. Ce fameux matin de décembre 2014, Marc Gougebeur n'est pas près de l'oublier. Ce commissaire très expérimenté dirige la section homicide de la police judiciaire fédérale de Mons. Lui et ses hommes sont dépêchés sur place à Quéville-le-Grand. Et tout de suite, au vu des premiers éléments, il penche pour une violente agression à domicile. Donc c'est vraiment, je veux dire, l'effervescence. Et en tant que chef d'enquête, je veux dire, on essaye de savoir tout ce qui se passe. Marc Gougebeur, chef d'enquête à la police judiciaire fédérale de Mons. Récolter un maximum d'informations. Et là, on commence l'enquête, je veux dire, tous ensemble. Alors, qui a bien pu s'introduire dans la maison? Et pourquoi le couple aurait-il été agressé? Priorité immédiate pour la police, interroger le mari de la victime, qui est totalement prostré. Les policiers découvrent Frédéric Lepoint assis sur une chaise. Il est en caleçon, en chaussettes. Il a une couverture au-dessus de lui parce qu'il tremble. Il est complètement choqué, il est complètement ailleurs. Ils vont rapidement se rendre compte qu'on n'en tirera pas grand-chose à ce moment-là. Il dit, on a été agressé et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi. Les deux enfants du couple, devenus grands, étaient absents cette nuit-là. Tandis que la police commence ses constatations, l'annonce de la mort d'Aline se propage dans le Nir. Je me suis agenouillée à côté de lui. Je vais le consoler. J'essaie de le réconforter comme je peux. Karine Onclair, voisine et amie du couple. Et alors, je le prends dans les bras. Oui, il a son visage contre moi, quoi. Et je caresse son visage comme un enfant pour le consoler. J'ai mal pour lui. Un couple sans histoire attaqué dans sa propre maison et deux enfants dévastés par la mort brutale de leur mère. Mais que s'est-il passé?
Pour la police, c'est le début d'une enquête qui va s'avérer retentissante. Le soir même, Frédéric Lepoint est convoqué au commissariat de Mons. À peine remis de ses émotions, il parvient à livrer son témoignage. Tout commence, dit-il, en plein milieu de la nuit. Il est réveillé en sursaut parce qu'il entend ses chiens qui grognent, qui aboient. Françoise Pfeiffer, journaliste. Il entend du bruit du remue-ménage aux alentours de la maison, dans le jardin. Il décide d'aller voir. Monsieur Lepoint est le seul à se lever. Nathan Radelet, avocat des parties civiles. Aline dort, elle a un sommeil profond, c'est ce qu'il dira. Elle se réveille rarement durant la nuit. Alors qu'il sort de la chambre, la maison est plongée dans l'obscurité. Il explique ensuite avoir rejoint ses chiens dans la cuisine, au rez-de-chaussée. Quand il descend, ses chiens sont assez nerveux, donc il ouvre la porte arrière vers le jardin pour que ses chiens chassent éventuellement un intrus dans son jardin. Et en allant, d'une pièce à l'autre, il a remarqué sur le micro-ondes qu'il était 3h15 du matin. 3h15 du matin. Selon lui, c'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Il décide donc d'aller voir, se dirige vers la porte d'entrée, explique qu'il ouvre la porte d'entrée et qu'il va voir à l'extérieur. Sans savoir s'il y a quelqu'un à l'extérieur. Franck Di Sepoli, avocat de la défense. Ouvre la porte pour faire sortir ses chiens. Et c'est à ce moment-là qu'il est agressé. Il dit être face à un homme qui pointe son arme vers lui et qui lui dit « on rentre ». Terrorisé, Frédéric recule. L'arme toujours pointée sur lui, il s'exécute et fait quelques pas en arrière. Et arrivé à la cuisine, là, il est poussé violemment, il tombe au sol, ses lunettes tombent. Le cauchemar commence alors pour Frédéric parce qu'il explique qu'il ne voit plus rien, qu'il est myope et qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et il entendra 2 autres personnes entrer, donc finalement il y aura 3 agresseurs dans l'habitation. Dès lors, tout s'emballe. D'après son récit, c'est le premier des 3 intrus qui dirige les opérations. Il va leur expliquer qu'après la chute, les hommes se sont acharnés sur lui, qu'ils l'ont ligoté, qu'ils lui ont ligoté les pieds, qu'ils lui ont ligoté les jambes, qu'ils lui ont ligoté les bras. Enfin, c'est absolument insoutenable ce qui lui arrive. Il demande où sont les bijoux, où sont les bijoux. Elle lui répond qu'il n'a pas d'argent et de bijoux, mais l'homme insiste. Frédéric continue d'affirmer qu'il n'a rien à leur donner. C'est là qu'il lui aurait mis un sac plastique sur la tête, serré avec une corde. Avec ce sac sur la tête qui l'empêchait de respirer, il a cru que pour lui c'était fini et qu'il allait mourir par asphyxie. Cette scène d'horreur dure quelques minutes parce que Frédéric Lepoint expliquera qu'il perd connaissance et qu'il ne se souvient plus de rien. Après, c'est un trou noir. Évanoui, Frédéric Lepoint est incapable de dire ce qu'il s'est passé ensuite. Ce n'est que bien plus tard qu'il serait parvenu à reprendre ses esprits. Il dit qu'il est arrivé tant bien que mal à enlever le sac qui lui recouvrait la tête. Et là, eh bien, il va ramper de la cuisine à la porte d'entrée et appeler du secours, tenter en tout cas d'appeler du secours. Ligoté des pieds à la tête, il se déplace très difficilement entre la cuisine et la porte d'entrée, ça prend un certain temps, il est incapable de dire combien de temps ça dure. Et il est parvenu à ouvrir la porte d'entrée en tapant avec ses pieds. Il a pu placer sa tête et les voisins à ce moment-là ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils sont venus à son secours. Selon lui, ces 3 hommes en voulaient à son argent. Mais dans ce cas, pourquoi s'en prendre aussi à son épouse qui dormait à l'étage? Et pourquoi l'aurait-il tué? Les policiers sont perplexes, car ce qu'ils constatent sur les lieux ne colle pas vraiment
avec la version du mari. Quand on fait le tour de la maison, on se rend compte très vite qu'il n'y a pas de trace de lutte. On se rend compte que rien n'a été retourné. On est vraiment dans un désordre de vie et non pas dans le désordre qu'on retrouve habituellement dans le cadre d'un cambriolage. Donc ça nous semble déjà très bizarre. Le commissaire Gougebeur et ses subordonnés ont de quoi s'interroger. Car, en faisant le tour de la maison, ils remarquent que le trio de malfaiteurs décrit par le mari serait finalement reparti sans rien prendre. Les policiers constatent que, certes, le sac d'Aline a été vidé, mais on retrouve au sol les cartes de crédit, le portefeuille, les clés de la voiture. Dans la chambre, il y a des bijoux. Les cambrioleurs ne les ont pas emportés. Rien n'avait été volé. Bruno Onclair, voisin et ami du couple. C'était d'une famille de musiciens et au niveau des instruments de musique qui ont quand même une certaine valeur, rien n'a été volé non plus. La voiture du couple est toujours dans le garage. Donc tout ça, je veux dire, est très surprenant. Pour moi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout. Un voleur qui ne vole rien. Pour les enquêteurs, comme pour les proches d'Aline, les questions se bousculent. Si ce n'est pas un cambriolage qui a mal tourné, que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? Pour tenter de le découvrir, ils reprennent point par point les déclarations du mari et ils les comparent aux témoignages des voisins. Très vite, un premier élément les alerte. Ce soir-là, seul Frédéric Lepoint a entendu des chiens aboyer. Le voisinage n'a absolument rien entendu. Et ça n'est pas tout. Lorsque les premières constatations du médecin légiste arrivent sur leur bureau, ils découvrent de nouvelles incohérences. En particulier au niveau des liens qui entravaient Frédéric Lepoint. Le médecin légiste va constater en fait qu'au niveau des jambes de Frédéric Lepoint, les traces sont importantes et que les liens étaient extrêmement serrés. Au niveau des poignets, par contre, ils vont constater des traces beaucoup moins importantes. On en déduit donc que les liens étaient beaucoup moins serrés. Et ça, c'est bizarre parce que les mains, si on veut immobiliser quelqu'un... Cédric Ketteler, chroniqueur judiciaire. C'est ce qu'on sert le plus pour éviter justement qu'il arrive à se délivrer. Un détail crucial. Surtout lorsque le légiste ajoute dans son rapport que les cordes qui maintenaient Aline étaient au contraire particulièrement serrées. Bruno, le voisin, s'en souvient très bien. Ces liens autour de son cou, ils étaient très très serrés, que même le voisin n'arrivait pas à passer la lame de son petit canif pour essayer de les couper. C'était une corde toute d'une pièce qui repartait le long de son corps, qui avait entravé ses deux mains, qui repartait à ses chevilles, et les deux chevilles étaient reliées à chaque pied de lit. Elle n'aurait jamais su se détacher elle-même, c'était impossible. Pour quelle raison Aline a-t-elle été plus solidement ligotée que Frédéric ? Si c'était l'œuvre de cambrioleurs, comme l'affirme son mari, quel intérêt à l'entraver ainsi ? Elle dormait, donc ne représentait aucun danger. Et pourquoi lui mettre ce sac plastique sur la tête au point de l'asphyxier ? Pour les enquêteurs, cela commence à faire beaucoup. Et leur doute se confirme lorsque le légiste soulève une autre interrogation. Cette fois-ci, à propos des... de Mons. La version de Monsieur Lepoint devient de plus en plus rocambolesque. Donc il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout, qui ne tiennent pas la route. Les médias locaux se jettent sur l'affaire. Effectivement, Monsieur Lepoint, sa version ne tenant pas la route, devenait le suspect numéro 1. Le 4 décembre en matinée, Annick Thirion, une quinquagénaire, était retrouvée morte, ligotée dans son lit, un sac sur la tête, à Quéville-le-Grand. Frédéric Lepoint, son époux, lui, avait été découvert par un voisin, nu, en travers. De leur côté, les enquêteurs s'activent.
S'ils sont persuadés que Frédéric Lepoint n'est pas étranger au décès de sa femme, ils doivent comprendre maintenant pourquoi l'homme aurait pu souhaiter sa mort. Ils se plongent dans la vie du couple et très vite, certains proches livrent des témoignages surprenants. Sur la fin, il y avait certaines dissensions au sein même du couple. Franck Dissépoli, avocat de la défense. Couple qui ne s'entendait probablement plus comme avant, usure du temps. Aline avait confié à certains que son mari l'a délaissée. Il ne la regardait plus, il n'avait plus de relations sexuelles. Elle se sentait complètement abandonnée par son premier amour, en fait, qui lui semblait avoir la tête ailleurs. Elle était très très triste à la fin. Véronique Thirion, sœur d'Aline. À ce moment-là, elle était vraiment abandonnée, quoi. Je pense qu'il voulait la quitter. Et surtout, ces mêmes témoins ajoutent que le mari ne serait peut-être pas aussi irréprochable qu'il en a l'air. Voilà qui pourrait vraiment tout changer. Les enquêteurs vont apprendre que Frédéric Lepoint entretient des relations extrêmement ambiguës avec une toute jeune femme de 20 ans. Françoise Pfeiffer, journaliste. Presque 30 ans de moins que lui. Dans le village, chez les proches, c'est choquant. Ils ne se quittent plus et c'est malsain en fait. Très rapidement, en fait, l'image du couple parfait va voler en éclats. Frédéric Lepoint, son image va être complètement écornée. On est donc loin de l'image de ce père de famille parfait. Frédéric aurait donc une maîtresse bien plus jeune que la défunte. L'épouse serait-elle devenue gênante? Ce triangle amoureux aurait-il pu être fatal à Aline? Pour le savoir, les enquêteurs s'empressent de convoquer la jeune femme dans leurs locaux. Elle va très rapidement reconnaître qu'elle est effectivement la maîtresse de Frédéric Lepoint depuis 2 mois, depuis le mois d'octobre précisément. Mais c'est pour elle une véritable histoire d'amour en fait. Elle explique aux policiers que pour elle, Frédéric Lepoint est son grand amour. Voilà, elle est folle de lui. Donc elle dit clairement, Frédéric voulait divorcer pour moi. En examinant son téléphone, la police fait une nouvelle découverte qui pourrait tout changer. Plusieurs SMS entre elle et Frédéric, écrits la veille de la mort de sa femme. Elle lui envoie des messages dans lesquels elle lui dit « Je n'en peux plus, prends une décision, si tu ne te décides pas, moi je ne veux plus te voir, au revoir !» Elle le veut pour elle, elle en a marre de le partager avec Aline. C'était vraiment une pression terrible pour qu'il quitte sa femme pour aller vivre avec elle. Les enquêteurs arrivent finalement à se demander si Frédéric Lepoint n'a pas voulu supprimer cette femme devenue encombrante. 3 jours après le drame, voilà peut-être enfin un mobile qui se dessine. Pour en avoir le cœur net, le mari est placé en garde à vue. Et il va devoir s'expliquer. Pourtant, à la surprise générale, il reconnaît d'emblée cette relation extra-conjugale. Il reconnaîtra qu'effectivement qu'il a une maîtresse. Il l'a pas dit spontanément, mais il n'a pas cherché à le cacher. Il dit que ça n'allait plus dans son couple, qu'il se passait plus rien entre lui et Aline, et que voilà, pour lui, il était temps de revivre le grand amour à 50 ans avec une jeune fille âgée d'à peine 20 ans. Il reconnaît qu'il a effectivement discuté avec sa femme et qu'il souhaitait se séparer, un divorce à l'amiable, mais jamais il n'aurait tué sa femme, la mère de ses enfants. Malgré la pression, Frédéric Lepoint paraît sincère et il nie être lié de près ou de loin à la mort de sa femme, à tel point que le doute commence à s'insinuer dans la tête du commissaire Gouchebeur, le chef d'enquête. Dans une enquête, je veux dire, on ne doit pas avoir de vision tunnel. Donc là, on a la première impression policière, mais ça ne reste qu'une impression policière. Et c'est très compliqué directement de mettre une étiquette. Il faut des choses plus concrètes que ça à la justice pour pouvoir inculper Frédéric Lepoint de l'assassinat de son épouse. Même si tout le monde a bien compris que ça doit être le suspect numéro 1, il y a toute une série de choses qu'il faut vérifier et on prend le temps de vraiment tout blinder. En effet,
Frédéric n'a pas d'antécédents judiciaires et encore moins le profil d'un homme capable d'assassiner sa femme. C'est quelqu'un qui n'a jamais commis un seul fait de violence, qui n'a jamais été réputé pour ça, qui n'est pas réputé non plus pour s'emporter et s'énerver. D'où l'extrême prudence des policiers dans cette affaire, parce que son histoire tient peut-être la route, donc c'est à eux de voir les éléments, de les confondre avec ce qu'ils racontent. En attendant de réunir des preuves concrètes qui pourraient confirmer leur intuition, et après 12 heures de garde à vue, Frédéric Lepoint est relâché, sans aucune inculpation. Sauf que la nouvelle s'est déjà répandue dans son village de Quéville-le-Grand. Chaque personne qui croisait, il disait mais je suis innocent, j'ai rien fait. Bruno Onclair, voisin et ami du couple. Et je ne suis qu'une victime, j'ai perdu ma femme. C'est pas moi, tu sais. C'est pas moi, je n'ai rien fait. Karine Onclair, voisine et amie du couple. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. On aura envie de le croire. Partout où il va, Frédéric clame son innocence, y compris devant Véronique, sa belle-sœur, qui n'en croit pas un mot. Il n'a jamais eu les larmes aux yeux ni rien, vraiment. Je le sentais pas touché. Autant mes neveux et ma nièce étaient effondrés que lui, pas une larme en parlant d'Aline. Je ne l'ai jamais vu attristé, vraiment. Là, je me suis dit, il n'est pas clair du tout, quoi. Une semaine après la mort d'Aline, l'heure est venue de lui rendre un dernier hommage. Mais lorsque Frédéric se présente aux obsèques, toute l'assistance reste sans voix. Frédéric Lepoint arrive à la cérémonie au bras de sa jeune maîtresse. Il s'affiche sans aucune gêne, sans aucune honte. Aline n'est même pas enterrée, le cercueil est là dans l'église. Cédric Ketteler, chroniqueur judiciaire. Et lui, il arrive au bras de sa maîtresse. Comment hostile, après le décès horrible de son épouse dans des circonstances épouvantables. Nathan Radelet, avocat des parties civiles. Comment hostile se présenter avec cette jeune maîtresse devant tout le monde, sans aucune retenue. Et puis quand on est arrivé au cimetière, là ce qui m'a le plus choqué, c'est que ils se sont tenus la main pendant qu'on descendait Aline dans la tombe, quoi. Et c'est vraiment quelque chose de choquant. Même pas que moi, tout le monde, on s'est tous regardés, mais tout le monde était choqué de l'attitude qu'il avait. C'est dégueulasse, c'est honteux. Pour au moins attendre. On ne peut pas faire ça devant le cercueil de sa femme. Il n'y a pas de respect. Que signifie une telle provocation du mari en pleine cérémonie d'obsèques? En tout cas, les enquêteurs, eux, sont désormais convaincus d'être sur la bonne piste. Et ils cherchent un moyen de le coincer. Dans cette affaire, donc, les policiers ont déjà un mobile, c'est le mobile amoureux. La maîtresse qui met la pression sur Frédéric Lepoint pour qu'il quitte Aline. Mais les policiers découvrent également qu'il y a un deuxième mobile. En creusant davantage, on comprend aussi qu'il y a un aspect financier, puisque Aline avait hérité de 100 000 € de ses parents. Et quelques mois avant sa mort, Aline avait aussi reçu un héritage de la part de sa marraine à hauteur d'un peu plus de 147 000 €. Soit un total de 247 000 €. Un confortable héritage qu'Aline avait utilisé pour solder le crédit de leur maison. Ainsi, en cas de divorce, Frédéric, son mari, avait tout à perdre. Je crois qu'elle ne lui aurait jamais laissé quoi que ce soit. Véronique Thirion, sœur d'Aline. Qu'elle aurait voulu garder la maison. Donc pour moi, ça doit être ça qui a déclenché, en fait. Et donc ça, c'est un élément d'ordre financier qui était important dans le cadre du dossier et dans l'hypothèse du fait que le divorce, pour lui, c'était la pire des issues. En éliminant sa femme, Monsieur Lepoint n'avait plus de problème. Marc Gouchebeur, chef d'enquête à la police judiciaire fédérale de Mons.
Il pouvait vivre avec sa maîtresse, il n'avait plus de problèmes financiers. Frédéric Lepoint aurait-il assassiné sa femme pour s'en débarrasser et devenir le seul propriétaire de leur maison? Les enquêteurs en sont maintenant persuadés. Seulement, pour espérer le confondre, il leur faut des éléments nouveaux. Et c'est là qu'un témoin providentiel se manifeste. Il s'agit de la conductrice du bus que prend Frédéric chaque matin pour aller travailler. La veille des faits, on va dire, elle l'a trouvé bizarre dans le bus. Habituellement, il est toujours en train de parler avec elle. Là, il était très tracassé sur son GSM. Durant tout le trajet, dit-elle, Frédéric consulte son téléphone portable. Il a l'air soucieux. Et en descendant du bus, il lui lâche un étrange avertissement. Il m'a dit, faut faire attention parce que pareil qu'il y a des cambriolages dans le village. Alors que personne n'a parlé de ça dans le village, personne n'a entendu parler de cambriolage. On a l'impression en fait qu'il a préparé son histoire, qu'il a préparé le terrain, qu'il a expliqué qu'effectivement, oui, il allait y avoir des cambriolages et bingo, le lendemain, lui-même est victime d'un cambriolage. Les policiers n'en reviennent pas. Le mari aurait-il orchestré de A à Z cette histoire de cambriolage? En clair, aurait-il tout prémédité? Ce nouveau témoin leur raconte quelque chose d'encore plus troublant. Un événement qui s'est déroulé le jour de la supposée agression. Frédéric Lepoint avait discuté avec la conductrice de bus et lui avait expliqué qu'il allait être en congé. Françoise Pfeiffer, journaliste. Elle savait très bien qu'il ne travaillait pas. Et donc, le jour des faits, elle a été particulièrement surprise lors de son passage à 7h du matin de découvrir que la lumière était déjà allumée chez eux. Elle nous définira la fenêtre, c'est la fenêtre de la cuisine. Elle revient 20 minutes plus tard et la lumière est éteinte. Or, à 7h du matin, il prétend qu'il tentait d'atteindre la porte de son pavillon pour appeler au secours. Comment aurait-il pu allumer puis éteindre la lumière de la cuisine? Et là, pour les policiers, c'est intriguant aussi parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il est censé être ligoté, sa femme est ligotée, qui a allumé la lumière, qui l'a éteint? Pour autant, reste encore à trouver de véritables preuves matérielles. Et là, c'est l'examen des ordinateurs du suspect qui va enfin les mettre sur une piste sérieuse. Les enquêteurs vont découvrir un grand nombre de photos relatives au bondage, une pratique sexuelle sadomasochiste qui consiste en fait à s'attacher, à se ligoter. Ça fait vraiment écho à la scène de crime et au fait qu'Aline était elle-même attachée, entravée, tout son corps était ligoté. Donc là, les policiers se disent, est-ce que c'est pas une mise en scène faite par le mari lui-même pour faire croire justement à cette tentative de vol? Seul quelqu'un qui connaît ces fameuses techniques de bondage aurait pu attacher la victime de la sorte. Et surtout, seul un spécialiste de ces pratiques sexuelles aurait pu ensuite réussir à s'attacher tout seul. Sur certaines d'entre elles, ils vont très clairement pouvoir distinguer Frédéric Lepoint ligoté, attaché à une chaise. C'est clairement lui, en fait. Il est adepte de cette pratique sexuelle sadomasochiste. Il a fait aussi des recherches sur l'autobondage, c'est-à-dire le fait de se ligoter lui-même. Il a été voir beaucoup de vidéos sur le net. Comment s'attacher soi-même au bondage. On a d'ailleurs été revoir le lien. Je peux vous assurer que ça va très très vite. Il faut 1 minute 30 pour s'attacher les mains dans le dos après avoir fait tout le reste. Donc, ce qui accréditait le fait qu'il aurait pu s'attacher lui-même. Sur ces photos, Frédéric pratique l'autobondage en cachette d'Aline. Et sur l'une d'elles, les enquêteurs remarquent le même bâillon que celui retrouvé sur son corps. Le bâillon qui a servi à la bâillonner est retrouvé sur une des photos où Frédéric Lepoint utilise cette technique de bondage.
Tout ce qui a été utilisé pour commettre les faits provient du domicile du couple Le Point-Thirion. Alors d'habitude, les gens, quand ils agressent des gens, ils viennent avec des menottes, des colsons. Là, tout provient du domicile du couple. Donc les auteurs seraient venus sans rien. Très interpellant. Les policiers disposent enfin d'indices concrets contre Frédéric Le Point. Et ils reçoivent aussi le résultat des analyses ADN. Lors de l'autopsie, le médecin avait décelé plusieurs traces de griffures au niveau des bras et des avant-bras d'Aline. Et là, sur les traces de griffures constatées sur le corps d'Aline, il y a un mélange de 2 ADN. Le sien, forcément, et celui de son mari. L'ADN de Monsieur Le Point dans les griffures, pas d'autre ADN. On peut en conclure qu'une seule chose, l'agresseur c'est lui, donc les mains qui ont causé les blessures, ce sont les mains de Monsieur Le Point. Entre cette histoire de cambriolage qui s'effondre, ces photos si compromettantes, et maintenant cet ADN, 3 mois après le crime, tout s'emballe. Le 7 mars 2015, Frédéric Le Point est de nouveau placé en garde à vue. Les enquêteurs comptent bien le faire craquer et lui présentent les différents éléments qu'ils ont contre lui. Mais il a réponse à tout, même en ce qui concerne l'expertise génétique. Pour lui, et pour sa défense, il s'agit seulement d'un ADN de contact. Monsieur Le Point a tenté de dire que c'était peut-être un contact indirect avec une couette, un vêtement. L'ADN de Monsieur Le Point, il est plus que vraisemblable, mais qu'on en retrouve sur le corps de Madame Thirion, dès lors qu'ils vivaient ensemble, dès lors qu'ils dormaient ensemble. Franck Di Sepoli, avocat de la défense. Donc, que son ADN soit là, c'est on ne peut plus normal, mais ça ne fait pas de lui l'auteur des faits. Une explication contredite par les experts qui parlent d'un contact intense et direct. Le médecin légiste est formel, Frédéric Le Point était présent au moment du crime et c'est lui qui a griffé sa femme. Aline a tenté de se défendre, a tenté d'échapper à son agresseur qui était son mari. Se sentant acculé, Frédéric Le Point donne une autre explication. Et contre toute attente, n'hésite pas à désigner Bruno Onclair, son voisin, comme possible meurtrier d'Aline. Et comme mon mari avait essayé de sauver Aline, il y avait son ADN dans la maison. Karine Onclair, voisine et amie du couple. Il y avait des traces qu'il avait été présent sur les lieux. Il va expliquer aux enquêteurs qu'en fait, c'est plutôt vers lui qu'il faudrait se diriger parce qu'il suspecte le voisin d'être en fait l'amant de sa femme. Un amant. Aline avait elle aussi une relation extra-conjugale. Les enquêteurs ne s'y attendaient pas. Et Frédéric Le Point enfonce le clou. Dis, mais vous me reprochez que mes chiens n'aient pas aboyé. Mes chiens connaissaient Onclair. Onclair, s'il rentre chez moi, mes chiens n'aboient pas. Donc pourquoi peut-on exclure Onclair? C'était peut-être pour lui son dernier échappatoire, peut-être. En disant, si j'accuse quelqu'un d'autre, ils vont peut-être maintenant s'intéresser à cette personne-là. Face aux enquêteurs, Frédéric n'en démord pas. Il continue de dérouler son raisonnement. Il relate même un autre moment qui prouverait que Bruno était bien l'amant de sa femme. Il va prendre comme argument qu'au funérarium, Bruno Onclair, voisin et ami du couple. Quand j'ai été rendre visite à Aline, je lui ai demandé pour être seul avec Aline dans la pièce. Je voulais aussi garder une petite belle image de ce que j'avais vu quand j'avais enlevé le sac. Parce que cette image-là était affreuse à voir. Et je voulais vraiment voir garder une belle image d'elle, quoi.
Je tombe des nues quand il m'annonce ça parce que pour moi c'était un bon ami, c'était un bon voisin, on s'entendait très bien. Et après aller oser m'accuser moi d'avoir fait ça, mais je dis mais où va-t-on? Enfin, c'était vraiment inconcevable de sa part. Je me sentais vraiment trahi par ses paroles, quoi. Que je n'ai jamais été la mandaline, loin de là. C'était une amie, point. Pour les policiers, ces accusations de dernière minute ne changent rien. Car leurs investigations ne mènent qu'à une seule personne, Frédéric Lepoint, même s'il nie tout en bloc. On a tout vérifié. La seule piste plausible, c'était la sienne. On a tout écarté. Marc Gouchebeur, chef d'enquête à la police judiciaire fédérale de Mons. Et concernant, la piste Frédéric Lepoint, tout est établi. Il a menti de A à Z. Interroger Frédéric Lepoint ne lâche rien. Pour lui, il n'a pas tué sa femme. Certes, il voulait divorcer, mais jamais il ne l'aurait tuée. Il est formel, il ne lui a rien fait. Malgré tout, à la fin de sa garde à vue, Frédéric Lepoint est inculpé d'assassinat et incarcéré. Parmi les proches d'Aline, c'est le choc. Ils ne peuvent qu'imaginer l'horreur qu'elle a dû vivre. Mon Dieu, qu'est-ce que ces secondes de mort ont dû être abominables pour elle. Véronique Thirion, sœur d'Aline. Se sentir trahie par l'homme qu'elle a aimé et en qui elle a mis toute sa confiance, toute sa vie. Et puis comment lui a pu faire ça, quoi. Comment est-ce qu'on peut avoir le cran de faire ça? Tuer la mère de ses enfants, c'est la chose la plus horrible au monde, je trouve. Parce qu'une maman, on n'en a qu'une, comme un papa, on n'en a qu'un. Et enlever ça à des enfants, c'est un double crime. Non seulement il a pris la vie de sa femme, mais il a pris la vie de ses enfants. Parce qu'on peut avoir n'importe quel âge, une maman, on en a toujours besoin. Durant toute l'instruction, Frédéric Lepoint, lui, agite le spectre d'une terrible erreur judiciaire. En désespoir de cause, il enregistre lui-même un message audio destiné aux médias. On a volé mon épouse, on a volé la mère de mes enfants. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose d'assez conséquent. Ce massacre médiatique et cette destruction psychologique de par la police n'est pas supporté la situation. Arrêtez de raconter n'importe quoi, parce qu'encore une fois, je n'ai absolument rien à me reprocher dans tout ça, et en tout cas dans ce qui s'est passé. Pour résumer toute cette affaire, je n'ai qu'une seule question à poser. Une seule. Comment Monsieur Lepoint, seul, aurait pu commettre ce qu'on prétend qu'il a commis? Frédéric Lepoint et son avocat le répètent, jamais il n'aurait pu ligoter tout seul aussi solidement les 4 membres de son épouse. Sans que cette personne ne se débatte? C'est absolument impossible. C'est-à-dire que la victime aurait tenté de se rebeller. Et M. Lepoint a toujours eu une version par rapport à cela. Ils étaient plusieurs. Frédéric Lepoint revient donc à sa première version, celle du cambriolage mortel commis par 3 inconnus. Alors, cette ligne de défense parviendra-t-elle, oui ou non, à convaincre les jurés? Ce n'est que plusieurs années après le crime, le 8 décembre 2022, que son procès s'ouvre au tribunal de Mons, en Belgique. En raison de la longueur excessive de l'instruction, voilà 7 ans que Frédéric Lepoint a été remis en liberté. Il comparaît donc libre. Il est depuis le début de la semaine renvoyé presque 8 ans jour pour jour après les faits devant la cour d'assises pour l'assassinat de sa femme. Il a refait sa vie, il a repris ses activités, il a repris sa vie pépère, comme avant. Cédric Ketteler, chroniqueur judiciaire. Et il risque de retourner en prison pour une longue période, parce qu'on retient l'assassinat. Et l'assassinat en Belgique, c'est la perpétuité. Donc il sait qu'il risque de finir sa vie en prison. Et donc il va comparaître libre à cette cour d'assises. Nathan Radelet, avocat des parties civiles.
soutenant mordicus son innocence et le fait qu'il n'a rien à voir avec le décès d'Aline. C'était tout à fait un quitte ou double ici, c'est soit un acquittement, soit une potentielle perpétuité. L'acquittement pur et simple. Voilà ce que plaide inlassablement maître Franck Discepoli, son avocat. Même si, dès le début du procès, son client fait preuve d'une certaine arrogance. Voilà, parce qu'il a la personnalité qui est la sienne. Donc, son attitude ne nous a pas servi, mais en même temps, c'est une attitude que je trouve être tout à fait normale et logique pour quelqu'un qui se défend de quelque chose qu'il n'a pas commis. Malgré l'attitude outrancière de l'accusé, cette audience donne lieu à un moment d'intense émotion. Lorsque les deux enfants du couple, son fils et sa fille, s'avancent à la barre, le silence se fait dans la salle. Son fils a dit, écoutez, voilà, au départ, on a cru à l'innocence de papa, mais en consultant le dossier, on s'est fait à l'idée qu'il avait tué maman. Mon neveu, il avait appris certaines choses. Il avait envie de l'empoigner, je suppose, et de lui dire « mais maintenant tu vas dire... » Mais bon... il n'a rien fait. La confrontation avec ses enfants a été... C'était très émouvant parce que ils lui ont demandé de lui dire la vérité. Et jusqu'au bout, il leur a dit « je n'ai pas tué votre mère ». Après 10 jours d'un procès très éprouvant, la sentence tombe. Frédéric Lepoint est condamné à 22 ans de prison pour meurtre sur conjoint avec préméditation. C'est 22 ans pour quelqu'un qui avait mis sa vie entre parenthèses pendant 8 ans. Franck Discepoli, avocat de la défense. Ça me semble absolument déraisonnable. Absolument déraisonnable. L'accusé, qui s'était remarié entre-temps avec sa jeune maîtresse, retourne immédiatement en prison. Pour tous ceux qui aimaient Aline, la justice est enfin passée. Moi, la durée ne m'importait peu. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit reconnu coupable. Coupable de ce qu'il avait fait. Qu'il prenne 5, 10, 15, 20 ans. Maintenant, il a pris 22 ans. Tant mieux, tant mieux. Le verdict, il est juste. Il est juste. Il devait être puni pour ce qu'il a commis. On ne peut pas fermer les yeux sur un acte pareil. C'est un soulagement pour elle, pour nous aussi, mais d'abord pour elle. Là... Non. Aujourd'hui, bien des années se sont écoulées depuis la fin atroce d'Aline Thirion. Mais dans la région de Mons, pour sa sœur, pour ses amis, son souvenir demeure toujours intact. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.